Bonsoir à tout le monde, merci d'être venu ce soir. Tout d'abord, je tenais à ceux qui auraient aimé venir au Café des Sciences la semaine passée, nous excuser de la part de la Canopée des Sciences pour ce Café des Sciences annulé. Malheureusement, c'était des cas de force majeure qui ont fait qu'on a dû annuler le Café des Sciences. Voilà, si vous avez prévu de venir jeudi passé, eh ben, excusez-nous, on essaiera de reprogrammer le Café des Sciences sur les zoonoses. Entre-temps, pour nous rattraper, on avait prévu un deuxième Café des Sciences ce mois-ci, un peu comme si on avait prévu le coup, peut-être, je sais pas. Voilà, ça parlera pas de zoonose aujourd'hui, ça parlera d'un sujet quand même fort différent. Donc on va parler de biomasse. Alors en général, quand on parle de biomasse en Guyane, voilà, on parle de la forêt, d'énergie, etc. On va parler de forêt aussi, mais de forêt et de spatiale. Quel est le lien, vous allez me demander. Eh ben, dans 5 jours, il y aura le lancement de la fusée, d'une fusée Vega avec à son bord un satellite qui permettra d'observer les forêts. Le programme lié à ce lancement et à ce satellite s'appelle le programme Biomasse. Donc on a avec nous ce soir monsieur Michael Feringer, chef de projet de Biomasse, et monsieur Stéphane Kirienko, qui est responsable de la campagne de lancement, donc tous les deux employés de l'ESA, qui viendront donc nous parler du lancement de cette fusée avec à son bord le satellite Biomasse et de façon plus globale le programme et ce qui se cache derrière ce satellite qui observera donc les forêts guyanaises et également les forêts du reste du monde. Voilà, Stéphane, pardon, je vous laisse la parole. Merci Simon pour l'introduction. Donc tu disais ESA, mais donc on travaille à l'Agence spatiale européenne. Donc nous sommes basés aux Pays-Bas. Donc l'Agence spatiale européenne a différents centres en Europe. Et celui de l'ESTEC, donc aux Pays-Bas, c'est le plus grand centre. Et c'est là où sont basés tous les programmes satellites. Donc soit d'observation de la Terre, de sciences, de navigation, de télécom, et également le directorat technique, comme on dit, qui donne du support à chacun de ces programmes. Donc Simon disait en nous introduisant que mon nom est Stéphane Kirienko, je suis le responsable de la campagne de lancement de Biomasse. Donc nous sommes ici depuis début mars, lorsque le satellite est arrivé. Jusqu'à aujourd'hui, on atteint les phases finales de préparation en attendant le lancement de mardi prochain. Donc, mon collègue prestigieux, donc Michael Feringer, est le chef de projet de Biomasse. Et ce soir, on a une petite surprise pour vous parce que c'est aussi votre cours de Duolingo. Donc on aura une partie de la présentation en français que je ferai. Et Michael fera, donc lorsqu'on parlera plus en détail de la mission et comment est-ce qu'on obtient toutes ces données avec le satellite. Donc cette présentation sera faite en anglais, mais je serai là pour la traduction également. Donc j'ai oublié de vous dire bienvenue à tous. Simon déjà de donner une grosse indication de la mission Biomasse. Donc, mais je vais malgré tout vous poser la question. Quand je dis biomasse, ça vous fait penser à quoi? C'est facile, hein? Non, c'était un des mots de Simon, mais ce n'était pas le bon. La forêt. Donc effectivement, en pensant biomasse, donc on pense à la forêt. Donc en extension, on pense aussi peut-être au cycle du carbone. Donc on va y venir. Donc on sait tous que la forêt joue un rôle crucial dans l'environnement et pour le climat. La forêt, c'est le poumon de notre Terre.
on sait tous aussi que la forêt, c'est ce qu'on appelle un puits de carbone. Donc, un puits de carbone, c'est simple, c'est dans la forêt, on fixe une grande partie du carbone qui est émis notamment par l'activité humaine, mais il y a d'autres puits de carbone. Donc vous les connaissez peut-être aussi. Il y en a 3 en tout. L'océan, oui. Pardon? J'ai pas entendu. Les sols, non, c'est pas un puits de carbone, le sol. La tourbe, peut-être par extension de la... Ok. Donc par extension, peut-être aux forêts et aux plantes, peut-être que la tourbe rentre dans cette catégorie. Mais il y a aussi l'atmosphère. Hein, donc, ce que l'on sait bien dans le cycle de carbone, c'est combien de carbone est émis par l'activité humaine. Donc, que ce soit simplement pour subvenir à l'activité humaine, donc tous les hydrocarbures qu'on utilise, soit pour fabriquer des choses ou simplement pour se chauffer, l'énergie, etc. Donc ça, on le sait relativement précisément. Par contre, tout ce carbone qui est émis, ensuite, il va se fixer dans un de ces 3 puits de carbone. Donc, vous vous rappelez, donc, il y a l'atmosphère, il y a les océans et la forêt. Donc, combien reste dans l'atmosphère, finalement, on ne le sait pas trop bien. Combien est fixé, est absorbé par les océans, il y a aussi une grande incertitude. Et dans les forêts, on le sait un petit peu mieux, il doit y avoir à peu près 8 gigatonnes de carbone qui est fixé par an dans les forêts. Mais malgré tout, au sein de ce cycle, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, comment on fait aujourd'hui pour déterminer la quantité de biomasse qu'on a dans nos forêts? Donc, quand on parle de biomasse, finalement, on parle de combien d'arbres par hectare. Hein, et puis en dérivé, on parlera après de carbone par hectare. Donc, pour déterminer dans cette quantité de biomasse qu'on a dans nos forêts, on peut le faire avec des équipes de géomètres qui va délimiter une parcelle quelque part dans la forêt. Et ils vont compter tous les arbres, les mesurer, leur diamètre, leur hauteur, etc. Pour déterminer combien de tonnes de bois on a dans cette parcelle. Mais ensuite, on peut bien imaginer que faire ça de par le monde, c'est simplement pas possible. Donc, et c'est là que rentre en jeu notre satellite. Donc, on va vous expliquer comment on fait pour mesurer cette biomasse à partir d'un satellite en orbite. Mais l'immense avantage, c'est que avec notre satellite, on sera capable de déterminer la quantité de biomasse, donc la quantité de bois par hectare que l'on a dans n'importe quelle forêt du monde. Donc d'avoir une couverture globale sur l'ensemble de la planète. Donc ça permettra de capturer à un moment donné cette quantité de biomasse, mais comme le satellite il reste longtemps en orbite, on pourra aussi déterminer le flux de biomasse, notamment lié à l'activité humaine, des dégradations de forêts, les déforestations. Il y a de la biomasse qui disparaît. Donc cette biomasse qui disparaît, en fait, elle disparaît pas n'importe où, elle disparaît dans l'atmosphère. Donc c'est pas quelque chose que l'on veut. Donc c'est très important pour la compréhension de notre climat d'être capable de déterminer combien de biomasse on a dans nos forêts et quel est le flux quelle est l'évolution de cette biomasse au cours du temps. Donc donc on va maintenant, mais Michael va aller plus dans le détail de la mission et je vais essayer de l'assister autant que je peux.
can switch a slide. By The switch is this one. this one. Alors, bonsoir mesdames, messieurs. Je m'excuse que je ne peux pas vous expliquer ce que je veux dire en français, mais ce serait trop difficile. Mais Stéphane, mon collègue, va traduire. Indeed, as Stefan has said, we have been working for now more than 10 years to develop this satellite. It is built in industry, and we at the European Space Agency, we are the ones who try to make sure that industry builds this satellite in time and in cost, and also that it will do what it shall do. That is our job. We also are there. I try to speak slowly. Yeah? We are also there to take care that we have a rocket, in our case the Vega C. We also are responsible that we get the software and algorithms that will process the data. So it's a big multitude of tasks, but it makes our job extremely interesting. And I hope we will be able to convey this enthusiasm and this interest to you, and also to convince that this is something useful to do. Go ahead, Stefan. Or Yes, you want to translate something? Non, enfin, for this first slide. Vous êtes bien accroché en anglais, c'est bon? Ok, allons-y. Ici, plus comme ça. Ok. Voilà. Alors, on avance. You see here on the left the satellite as it will be in orbit. It's an artist's impression. And on the right you see a picture of the real satellite. And the difference is, of course, very clear. We have a huge antenna that will be unfolded and opened in space. And there is no rocket that can carry a reflector like that into space. So it has to be folded. This one is this here. And that has the complication that we cannot do a real test on ground. We will only see in orbit how the full system really works. And in ground, we do rely on some tests and a lot of analysis. Maybe Stefan Yes. should say a word there. So un peu plus tard, j'aurai aussi une vidéo qui montrera le satellite sur différentes facettes. Mais essentiellement, ici, le message, c'est que le satellite est donc une fois en orbite, consiste entre donc une plateforme et un grand réflecteur, donc une grande antenne. Donc cette grande antenne, on en dira quelques mots un peu plus tard, mais essentiellement, on ne peut évidemment pas envoyer cette antenne déjà déployée, donc c'est un peu comme un parapluie finalement. Et la photo de droite, donc même si ce n'est pas une photo récente, donc j'aurai des photos plus récentes où le satellite est totalement finalisé, on voit très bien le réflecteur en position stackée, comme on dit. Voilà, c'est simplement donc l'introduction de ce slide. Et l'auteur de cette satellite est à peu près 5,5 mètres. Donc le satellite fait 5,50 m de haut approximativement, et le réflecteur, on en dira quelques mots encore, mais il fait, de garder en tête, 12 mètres de diamètre une fois déployé. So on this slide you see what we want to measure. It has been said already, our primary goal is to measure how much wood there is in the forests per hectare. So the main parameter is tons of carbon, we can also say tons of wood per hectare in the forests.
And in order to achieve that, we need also to measure the height of the trees. It's not simple, and we will come to that later, to get from the radar images that we take to derive these tons of wood per hectare. And an intermediate step to do so is to get the height of the trees. So we get the height of the trees, we derive then the biomass, the tons, and we can also observe how much of the forest, particularly in the Amazon or in the tropical forests, how much forests is cut down or burned and destroyed. Finalement, c'était exactement mon introduction de tout à l'heure. Donc la mission principale de Biomasse, c'est de mesurer la biomasse présente dans les forêts. Et pour mesurer cette biomasse, on a besoin de connaître la taille des arbres, soit leur dimension et leur hauteur et leur densité. Et la mission permet également d'identifier s'il y a des perturbations dans cette forêt, comme des zones de déboisement ou des incendies. The forests, I think everybody will agree, are extremely important for humankind. The forests, they cover more or less 1/3 of the land of the globe, which is huge. It is what we also call the lung of the earth, because the forests, they produce a lot of oxygen, about 1/3 also of the oxygen that is produced in total. And without the forests, without the oxygen, humankind would be in deep problems if we would continue to destroy the forests as is being done here. And as you see on the left side, a lot of this CO2 enters in the forests, in the trees. About 1/3, 33% of the CO2 that is emitted by human activities ends up in the forests. Donc, on sait tous que la forêt, c'est le poumon de la Terre. Donc j'imagine que vous, d'autant plus en vivant ici, vous êtes encore plus sensibilisés à ça. La forêt fixe chaque an à peu près 1/3 du CO2 émis par l'activité industrielle. Et donc l'effet net d'absorption des forêts, c'est de l'ordre de 8 milliards de tonnes par an. This is saying a bit of the same. What is interesting, in particular being here in Guyane, is that the tropical forests are the key to this, what we call also carbon cycle or capture of carbon, because the tropical forests, they account for more or less almost half of what we are talking about here. So this is the very important region here where we are, and it's nice to be here to launch the satellite from the tropics. Donc c'est en complément du slide précédent, celui-ci, donc qui vous parle encore davantage, parce que en termes de quantité de biomasse de par le monde, à peu près 45% est contenu dans les forêts tropicales. Donc ensuite, je vais expliquer aussi un petit peu you wanted to say on the picture on the left? Yeah, the picture on the left shows the distribution of the carbon in a typical tree, and it's clear that the majority is in the stem, and so I think it's not that important. Okay.
So this is again a picture of the satellite, and what we have not seen here before is these are the solar arrays that are there to produce the power for the satellite to operate and to survive. They produce in order roughly a bit more than 1,000 watts, and that is even 1,500, and we need about 800 watts, so we have quite a reserve. And what is also seen here, but we will not go into technical details, the instrument is a radar, and it's a special radar that can penetrate the leaves of the trees. If we would fly a optical instrument, an optical camera like on our mobiles, what would we see? We would see only green, because we would see the leaves on the top of the trees, and we would have no chance to be able to detect how much wood there is, because we would just see the top of the trees. So we need an instrument and a tool and a sensor that goes through the leaves to the ground of the forest and reflects back. And this is the radar that is being built here. And it is a new instrument, like all these satellites we do at the European Space Agency, they are new. And that is the special part of it. We have a radar spot size on the ground, 60 kilometer in diameter. We fly 666 kilometer high, and it will be operational about 7 years. Donc tout à l'heure, j'introduisais la question comment est-ce qu'on mesure la biomasse à partir du satellite en orbite. Donc ça se fait avec une mission radar. Donc c'est pas une mission optique. C'est-à-dire que si on prenait une photo optique de la forêt, finalement on verrait que les feuilles vertes, et on ne serait pas capable de pénétrer donc au-delà de la canopée. Donc avec une mission radar, et particulièrement avec la longueur d'onde que l'on a, qui est de 70 cm, donc ça permet, avec les ondes électromagnétiques, de pénétrer la forêt, de ne pas être perturbé par les feuilles et les petits branchages, et d'accéder directement là où la biomasse est stockée dans les forêts, qui est dans les troncs et dans les grosses branches. Donc, ensuite, cet instrument, donc notre antenne déployée, donc il y aura une petite vidéo juste après, peut-être que vous comprendrez mieux à ce moment-là, mais son empreinte au sol, donc la bande dans laquelle les informations sont collectées, c'est de 60 km de diamètre. Donc ensuite, ici, il y a quelques autres informations importantes. Donc le satellite pourra rester jusqu'à 7 ans en orbite. Et on réalisera des cartographies globales. Donc en gros, tous les 9 mois, on aura une nouvelle cartographie de l'ensemble des forêts du monde. Okay. How do we switch on the video on this thing? Alors, ça serait le 60 km. Here is a bit of technical detail to explain why this development took long and is really difficult. We start with radar pulses with a power of 100 watt. So 100 watt is
roughly what a computer consumes. We take down 3,000 pulses per second, and so 3,100 watt, and what comes back is this, yeah, very, very, very minute and tiny. And from this tiny reflection signal, the scientists can determine tons of wood per hectare. So that is, to me, after 12 years of work on it, still a miracle. Bon, là, il va falloir s'accrocher un peu plus quand même. Donc, pour simplifier, une mission radar, ça marche comme une chauve-souris, donc pour naviguer dans le noir. Donc, notre instrument à bord envoie des ondes électromagnétiques, donc exactement comme une chauve-souris, mais une autre longueur d'onde. Et chacun de ces pulses fait donc a une énergie de 100 watts, donc comme une bonne ampoule halogène qu'on a pu maintenant. Et ces pulses sont envoyées 3000 fois par seconde. Et comme on est très haut en altitude, en orbite, et il y a beaucoup aussi de perturbations pour quand l'onde elle nous revient. En fait, on n'a que cette puissance qui revient au satellite. Donc c'est 13 décimales derrière la virgule. Et avec cette information, donc infinitésimale, on est capable de l'amplifier à bord et d'en déterminer quelle est la quantité de biomasse qu'on a dans ces forêts. Donc ce qui est quelque chose qui donc après toutes ces années en travaillant sur biomasse, nous surprend toujours, mais c'est la réalité de la mission. Here we have some pictures. It's easy to understand of this big reflector that has a diameter of close to 15 meters, 1.5, which is quite difficult to build and to deploy in orbit. Donc, plus tard, vous aurez une vidéo et vous pourrez comprendre donc comment on déploie cette antenne. Mais là, à ce stade, vous avez 3 photos. Donc, ce réflecteur est fabriqué par une compagnie américaine qui est leader dans le domaine, s'appelle L3 Harris, sont basés en Floride. Et sur la base de nos exigences pour la mission, ils nous ont construit ce réflecteur. Donc, c'est un réflecteur. Donc là, on voit trois étapes, donc en position fermée, donc en gros comme un parapluie. Et après, en position déployée, donc la taille du réflecteur, c'est de 15 mètres de diamètre. Donc 15 mètres de diamètre, ça peut être au fond de cette salle, quasiment à l'entrée du café de la gare. Donc c'est... il n'y a que quelques compagnies qui sont capables de fabriquer ce genre de réflecteurs, parce que ça nécessite des moyens spécifiques pour la fabrication, mais également pour réaliser des déploiements au sol. Parce que donc un tel réflecteur, si on essayait de le déployer sans assistance d'éléments qui le supportent pour simuler une condition comme en orbite, donc sans poids finalement, sans ce genre de moyens, le réflecteur ne sera pas capable de se déployer. Donc voilà une vidéo. Donc le réflecteur est attaché à la plateforme par 3 bras, trois extensions, donc on appelle ça des bras, et afin d'amener le réflecteur dans sa position finale,
Donc le bras est déployé en 3 étapes que l'on voit là. Donc chacune étape prend à peu près 7 minutes. Donc ce n'est pas des étapes consécutives. Donc c'est consécutif, mais d'un jour sur l'autre. Donc on a besoin aussi de réorienter le satellite correctement après chacun de ces étapes. Et la dernière étape, c'est le déploiement du réflecteur qui est relativement fidèle à la réalité que j'ai pu voir en Floride. Donc on peut le revoir peut-être encore une fois. Ça va commencer automatiquement, je pense. Et le dernier déploiement du réflecteur, ça dure entre 20 et 25 minutes. Donc ces opérations sont commandées à partir de notre centre des opérations qui est basé en Allemagne. Donc quelques jours après le lancement, on réalisera ce déploiement. Voilà. Donc, un dernier slide. Ah, comment on fait? Comme ça. I've mentioned before that we cannot do an end-to-end test on ground because of this big reflector. Therefore, we need to calibrate the instrument when it's flying, and in order to do that, we need something on the ground to measure the beam spot, the 60-kilometer beam spot. So we have an antenna here that will measure the radar beam spot when it flies over it. We will do that 20 times. Each of the 20 times a little bit of a slice of the 60 kilometers, and then we know exactly how the instrument works. Have calibrated it, and then after this checkout and testing phase, which takes about 6 months, we can start the real mission, the real operating phase. This is built in Australia, or it's built in Europe and in Canada, but it is stationed in Australia. Donc une mission radar a besoin d'être calibrée, et pour la calibration, on a besoin d'avoir un élément de taille connue. Donc, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle l'antenne de calibration au sol, et donc qui permet de vous rappeler de cette empreinte de 60 km de diamètre. Donc, après plusieurs orbites, en fait, on a un drift naturel du satellite qui fait on observe toujours le même point, mais avec une visée un petit peu différente. Et après suffisamment d'orbites, on est capable de correctement calibrer l'ensemble de l'empreinte qui fait 60 km de diamètre. Bon, c'est un peu plus avancé, mais c'est le mieux que je peux expliquer. On va vous présenter cette vidéo qui va vous en dire un peu plus sur, donc encore un peu plus avancé sur
la façon dont on est capable de pénétrer la structure des forêts et d'en faire une imagerie semblable à, si vous avez déjà fait, peut-être pas, donc à l'hôpital, quand vous faites un scanner, en gros, qui vous découpe en rondelles, et on est capable de voir donc, chacune de ces rondelles. Donc le produit finalement de la mission, c'est très similaire, donc on va être capable de, en scannant à travers la forêt, donc en accédant à la structure interne à la forêt, d'en découper des tranches de cette forêt et de déterminer donc la densité qu'on a dans chacune de ces tranches. Michael ? That's it. Okay. Indeed, as we said before, to determine the height of the trees, you cannot take one picture from the top because we need a three-dimensional picture, and that is being done by flying over the same spot several times with a tiny little drift, so that you get a different angle of view, and then you can see. Then you can get the three-dimensional picture of the forest and of the trees. Donc pour accéder à la hauteur des forêts, et aussi pour bien comprendre donc la structure donc des forêts, on a une observation, c'est pas suffisant. On a besoin de passer plusieurs fois au-dessus du même point, mais avec des petites différences donc le satellite, lorsqu'il revient au même point, il a un drift naturel, donc de l'ordre de 1 km, et ça permet, en repassant plusieurs fois au-dessus du même point, mais en regardant avec une visée un petit peu différente, de faire de l'interférométrie de cette zone et de reconstruire une image 3D. Donc j'ai une dernière vidéo. Donc Do you want to come back on this side, Michael? Do you want to come back on this side to pose it? Yeah, I will come back here. Yeah, in case I need to stop, just here. On the plate, just in case I need to stop, but I will just tell you. Donc le CSG nous a préparé cette petite vidéo. Donc en gros, ce sera presque la même vidéo que vous verrez le jour du lancement, donc qui retrace l'aventure depuis qu'on est arrivé. Oui, donc you have to start. Yes. Yeah. Donc maintenant vous avez reconnu, c'est notre logo. Donc j'ai plus toutes les dates précisément en tête, mais donc nous sommes arrivés le 7 mars. Donc on est arrivé comme vous voyez, par bateau. Donc à partir du port de Marseille. Donc ensuite le conteneur était amené dans les facilités qui permettent de préparer le satellite. Donc là, le satellite était extrait de son conteneur. Donc vous pouvez mieux apprécier le travail d'équipe. Donc au cours de sa préparation, on a réalisé, donc si on peut faire une petite pause. Non, c'est pas grave.
donc on a réalisé plusieurs essais pour s'assurer de son bon fonctionnement. Soit des essais donc fonctionnels, comme on appelle ça, des essais pour s'assurer que chacun des ordinateurs au sein du satellite fonctionnait correctement. L'étape suivante, c'était le remplissage du réservoir, donc d'ergol, qui permet de rester en orbite et de manœuvrer le satellite pendant 7 ans. Et à partir de ce moment-là, on a commencé les activités qu'on appelle combinées avec le lanceur, où ce n'était pas uniquement nous qui étions en charge de la manipulation de notre satellite, mais on l'assemblait sur un élément lanceur. Donc là, on commençait par l'assembler sur le cône d'adaptation, qui est une structure lanceur en fait, donc qui est ensuite attachée au lanceur. L'étape suivante, c'était l'encapsulation, donc qui est d'assembler la coiffe autour du satellite. Et cette coiffe sera ensuite, à partir d'une certaine altitude, sera séparée du lanceur, sera larguée. Donc c'est une opération très délicate, comme vous pouvez imaginer. Donc ce composite assemblé, comme on l'appelle, était ensuite amené en zone de lancement. Donc on avait la route fait à peu près 12 km de long, et ça a pris plus de 2 heures pour arriver en zone de lancement. Donc là on arrive, vous avez pu voir juste avant donc la zone de tir du lanceur Vega C. Donc on le voit à nouveau. Donc le lanceur Vega C est à l'intérieur de ce bâtiment, et là on le voit. Et juste avant le lancement, en fait, le bâtiment est dégagé de la zone de lancement, et le lanceur est exposé ensuite. Donc là, ce que vous voyez, c'est que donc, cette coiffe avec le satellite intérieur était hissée en haut du lanceur. Donc ça, c'était une sacrée opération. Donc là, on voit à l'intérieur de ce bâtiment. Et ce que vous voyez en dessous de la coiffe, c'était l'étage supérieur du lanceur. Et donc on a assemblé la coiffe avec son satellite tout en haut du lanceur. Donc ça fait à peu près 35 mètres de haut, en définitive. Donc ça conclut notre présentation. J'espère qu'on vous a pas perdu. Voilà, merci Michael, merci Stéphane pour cette présentation très intéressante. J'espère que vous, au moins, si vous allez voir la fusée partir dans 5 jours, eh ben, vous ne vous demanderez pas ce qu'il y a à bord. Là, vous verrez un peu, vous aurez une idée, on va dire, de ce qu'il y a dans sa belle capsule. Donc voilà, on va passer à une petite séance de questions-réponses. On va faire tourner le micro pour vous, pour que vous puissiez poser vos questions si vous en avez à propos de cette présentation. Je vais commencer moi-même. Tiens, voilà, je vais utiliser mon privilège, étant donné que de toute façon j'ai déjà le micro en main. En anglais. En anglais, in English. Donc, je vais la poser dans les 2 langues, comme ça, tout le monde sera content. So you said that the satellite was going on orbit for 7 years. What happens with the satellite after 7 years? Donc en français, on disait que le satellite passait 7 ans en orbite. Qu'est-ce qui se passe avec le satellite après 7 ans?
you translate afterwards. So, after 7 years, the fuel will be finished. So we fly as long as there is fuel. When it's finished, the satellite is switched off, and there are rules, international rules, that the satellites shall not stay in orbit because there is a congestion, and if satellites collide, you create too many parts. So every satellite, there's an international law that every satellite needs to come down to Earth after 25 years after stop of operations. And we will fulfill that rule. So it will be switched off, and 25 years afterwards, it will fall down to the Earth. There is a second rule that the satellite has to be built such that there is no danger when it comes down to humans. There is a rule that is a very, very, very tiny probability that it is allowed that someone is hurt. So the rules are 25 years, and the rules is you have to build the satellite such that nobody is hurt or impacted when it comes down. So it disintegrates, and the tiny pieces, they all burn up in the atmosphere. Donc pour la traduction, après 7 ans, il n'y a plus de carburant dans le satellite. Et ensuite, il y a 2 règles à suivre. Donc la première règle, qui sont des règles imposées par, je ne sais pas qui, mais donc des règles imposées par des règles internationales, qui disent que le satellite doit descendre sur Terre après, une fois qu'il a fini de fonctionner. Mais donc il y a un délai de 25 ans. Et la deuxième règle, c'est donc qu'une fois que le satellite redescend sur Terre, il faut éviter évidemment que ça fasse des dégâts auprès de nous, des êtres humains. Donc voilà, après 25 ans, l'idée c'est que le satellite se désintégrera et que toutes les petites pièces dans lesquelles il s'est désintégré brûleront dans l'atmosphère en redescendant sur Terre. Une très bonne traduction. D'autres questions ? Merci, bonsoir. Bonsoir. J'avais une question sur le réflecteur. Alors moi je n'y connais absolument rien en aérospatial, d'accord, je vous prie de m'excuser. Mais effectivement dans la présentation que vous nous avez fait, et vous avez dit qu'il n'a pas été testé, or il semble véritablement essentiel au fonctionnement de ce satellite. Si jamais par exemple il y a un décalage ou que ça ne s'ouvre pas. Oui, donc, il a été testé. Juste pas ici en Guyane. Voilà. Mais effectivement, donc, le développement, on l'a commencé en 2016. Et au cours de ce développement, donc le contrat avec L3 Harris probablement a commencé en 2017, quelque chose comme ça. Et au cours de ce développement, on a réalisé beaucoup de déploiements de ce réflecteur. Donc, sauf juste que les déploiements ne peuvent que être réalisés dans un moyen d'essai spécifique qui est en Floride. Parce que donc c'est un bâtiment qui est absolument gigantesque. Et il y a des moyens qui permettent de suspendre le réflecteur pendant ce déploiement. Donc, on a fait beaucoup de ces déploiements, j'en ai compté 7, qui permettent d'atteindre le niveau de fiabilité que l'on veut. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, une fois que le réflecteur est déployé, donc la précision de sa surface est contenue dans une bande de la spécification, c'est 5 mm. Mais en définitive, on était bien meilleur que ces 5 mm. Donc on a atteint même mieux que 2 mm. Donc sur une distance, donc sur l'ensemble de la surface du réflecteur, donc c'est une grande ellipsoïde qui fait à peu près 12 mètres par 15 mètres. Donc il n'y a aucun point qui dépasse 2 mm.
Bonsoir. Quelle surface de la planète sera couverte à l'issue des 7 années de fonctionnement du satellite? La surface de biomasse que vous aurez captée? Donc l'ensemble de la planète. L'intégralité de la planète. Donc l'intégralité, oui. Donc même après les 7 premiers mois, donc on est capable de faire une cartographie complète en 7 mois. Donc c'est l'ensemble des forêts du monde. Donc au bout de 7 mois, donc la vidéo que vous avez vue où je faisais l'analogie avec les scanners que vous passez à l'hôpital, donc l'ensemble des forêts du monde sera scanné avec le même principe. Donc après 7 mois, donc on recommence un autre cycle. Donc après il y a différents modes du réflecteur, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros donc ça permet d'avoir donc une cartographie, donc peut-être on peut simplifier une fois par an si vous voulez, et en comparant chacune de ces cartographies au cours du temps, on est capable de voir aussi l'évolution de la biomasse. Donc typiquement s'il y a des dégradations de forêt, s'il y a des déforestations, ou même peut-être si la forêt donc, elle grossit à certains endroits du globe. Oui, bonsoir. Alors, j'ai une question sur comment dire, quand vous prenez les données, en fait, vous faites abstraction donc, du feuillage, et donc si les arbres sont morts sur pied, est-ce qu'il y a une information que vous arrivez à distinguer en fait entre un arbre qui a son feuillage et un autre qui serait voilà, ou bien en hiver d'ailleurs? Il se trouve que dimanche dernier on était sur le barrage de Petit-Saut et on a vu beaucoup d'arbres au milieu du lac, des arbres morts, et on se posait la question si le satellite serait capable de les détecter. En principe, oui. Donc, le satellite, il va pas détecter chacun de ces arbres, mais il va donner une densité de biomasse, donc sur une certaine tranche. Donc, tant que le carbone est capté et contenu dans les branches et dans les troncs, qu'il y a des feuilles ou pas, c'est la même information. Donc, été ou hiver. Bonsoir. En anglais. Pardon? En anglais. En anglais, ça va être plus compliqué. Moi, si j'ai bien compris, en fait, il y a donc une onde qui est envoyée, qui est réfléchie sur la biomasse, mais la première question que je me pose, c'est comment différencier la réflexion d'un arbre, d'un toit de maison, par exemple, ou d'une voiture, ou d'autres choses. Et l'autre question, c'est en gros, on envoie une onde de 100 watts et on en récupère 13 digits de moins, si j'ai bien compris. Mais du coup, la marge d'erreur, elle doit être assez énorme. C'est mes deux questions. D'accord. Donc la deuxième question d'abord. En tout début de la présentation, je vous expliquais comment est-ce qu'on le ferait sans satellite. Donc avec une équipe de géomètres qui irait délimiter une certaine parcelle dans la forêt, et irait compter chacun des arbres, déterminer leur diamètre, leur hauteur, etc., pour déterminer donc la quantité de bois par hectare qu'on a dans cet endroit-là. Et donc, la mission a pour but d'atteindre la même incertitude, donc la même précision que cette équipe de géomètres. Donc ça, c'est pour la deuxième question. Pour la première, je ne sais pas trop comment y répondre. Donc j'imagine que le satellite sera capable de voir des toits de maison, donc avec une longueur d'onde de 70 cm. Mais on sait également, peut-être que Michael, tu peux compléter. When the final data products are made, there is a lot of additional information that goes into it. For example, we need to know whether the forest is wet at that time, whether it's flat, whether it's inclined. And there is also information, a lot of information available from optical missions. So we know where there is forest and where there is a city.
So this information is all put together for the final product generation. And what I think is also important to know or to say is we are not able to look at individual trees. As Stefan said, it is also not our interest. We want to know a parcel 200 by 200 meters is enough to know how much wood there is. Now, if there would be by chance in the forest somewhere a car, it would not matter. What we can do is, and therefore the car will also not matter, is the algorithms that the scientists could develop. They can distinguish from a signal that comes from the ground and signals that come from above. So if there would be a car, that signal from the car would basically be detected as a ground signal and would be subtracted. But even if there would be, this is a noise in all the signals. I hope you could understand. If not, then maybe Stefan or the other colleague try again to. And as I have the microphone, I would like to answer to add to an answer to a question that came somewhere from there, when it was asked if we measure the whole globe. I think there is one point that is needed to stress. The whole point of the mission is that we make several or many maps, because we want to see where the CO2 that is emitted goes. And we can only see that when we take a first map, we know how much is there. 9 months when we come back, we can see the changes. And we know very well how much oil and gas and so on is burned. So we know how much goes into it. And when we do several maps, we can see how much carbon, how much more wood is there. So we can see the changes and we can detect what of the CO2 went into the forest. C'est une grande traduction. Hein. Donc, tu posais la question. Donc, en fait, l'information qui est collectée du satellite biomasse, en fait, elle est utilisée en conjonction avec d'autres missions, notamment des missions optiques, où on sait, en appliquant des masques, du coup, donc on sait où est la forêt et où il y a des habitations. Ok. Donc on est aussi capable donc en scannant à travers la forêt, d'en faire des tranches, et puis des tranches multiples, on est capable de déterminer la densité à travers la forêt. Bonsoir. 4 petites questions. La première, c'est est-ce que les données seront gratuites et accessibles pour tout le monde ? La deuxième, c'est quelle est la fréquence de revisite du satellite et la surface de recouvrement qu'il y a entre deux passages et la précision au sol qu'il y aura sur les données produites. Ok, donc c'est costaud. La première, c'était quoi ? Est-ce que les données seront gratuites ? Donc c'est la finition c'est la finalité des missions de l'Agence spatiale européenne. C'est que les données sont libres d'accès à la communauté scientifique. Donc on en fait une première validation donc qui va durer l'ensemble de cette année. Et une fois que l'instrument est proprement calibré, les données seront libres d'accès à la communauté scientifique. Pour tout le monde. Ok. Ensuite, la deuxième question. La fréquence de revisite du satellite. D'accord. Donc, donc l'orbite du satellite, c'est une orbite héliosynchrone.
Et donc la définition de cette orbite, c'est que elle repassera toujours au même point à la même heure. Donc, par exemple, si on lance à 6h15 mardi prochain, donc le satellite va toujours revenir à 6h15 au même point. Donc, entre-temps, donc, le satellite va scanner plusieurs bandes, donc, de fait de la rotation de la Terre. Donc, va scanner plusieurs bandes. Et on est, comme je le disais, c'est que donc, au bout de 7 mois, on a une cartographie globale, mais ça ne veut pas dire qu'on est passé une seule fois au-dessus du même point. Donc, comme c'est une mission interferométrique, on est obligé de passer plusieurs fois au-dessus du même point, mais avec une visée un petit peu différente. Donc, typiquement, on parle de... Donc, je crois que c'est donc entre deux orbites. Il y a un drift naturel de 1 km. Donc on regarde le même point avec un décalage de 1 km à chaque fois. Okay. Ce qui fait qu'au bout de plusieurs passages, donc typiquement 7 passages, on a suffisamment d'informations sur cette zone-là pour en déterminer une cartographie fine, donc aller à travers donc accéder à la structure interne de la forêt. Donc ça répond à la troisième question qui était quelle est la surface de recouvrement des différents passages. Donc du coup c'est 59 km à peu près. C'est ça. Si je comprends. Ok, d'accord. Ouais. Et la précision au sol des données qui seront produites, c'est de l'ordre de... Je crois que c'est de l'ordre de 10 à 15 mètres. Okay. Donc comme on disait, donc on ne mesure pas chacun des arbres, mais on est capable de déterminer la densité. Ah non, mais ça, c'est un groupe anglophone, ils vont faire la question en anglais. Comme vous voulez. So, as we know, boreal forests are quite important in carbon stockage. And most of boreal forest is in Russia. And as we're European, and so the international context today, do we have the right to scan all the globe? All the globe each 7 months? Yes, absolutely. There is nothing that forbids it. Also, there is nothing that could forbid it. If you fly with a satellite over the globe, there are rules. There is an international organization that governs frequencies and that, but this is allowed. It is also allowed to fly with satellites with optical instruments, and there is a restriction in our case that comes from military. So the frequency that we use for the radar is also used by military applications. And when you have a radar, in our case, that is very good suited to detect big trees, it is also very good suited to detect missiles because they have a similar diameter. So the radar, the military, they were before us, and the US has radars that detect incoming missiles. This is still from the Cold War, incoming missiles, for example, from Russia. So they have a radar shield along their coast, and because this is NATO, there are some of these radars also in Europe. So we do not measure in Europe and over the US. That is not a big problem because in these countries, the governments, they know exactly very well where the forests are. So it is really targeted, for example, to the forests or to areas where very, very little is known. And it is also needed to be said that, I think we mentioned it, 45% of all of this is in the tropical forests. And there the density of the wood is highest and the uncertainties is also highest. So in summary, no problem
to measure in our case, except for Europe and the US. Je vais traduire vite fait. La question, c'était dans le contexte géopolitique actuel. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut survoler certains pays et capter les images? Donc l'exemple a été pris de la Russie, par exemple. Michael répondait qu'il n'y a aucune loi qui interdit le survol par des satellites de certaines zones. Il rajoutait aussi que le satellite biomasse est fait pour détecter des arbres, et les choses qui ont le même diamètre que les arbres, c'est des missiles. Donc ça peut également détecter la présence de certains missiles qui sont notamment beaucoup présents en Europe et aux États-Unis. N'hésitez pas à me corriger si je traduis, si j'ai mal compris. Les données qui sont prises pendant les survols des États-Unis et de l'Europe ne sont pas considérées, pas enregistrées, je sais pas. Voilà. Parce que de toute façon, c'est des zones très densément déjà bien connues de par les gouvernements européens et américains notamment, qui ont une très bonne connaissance de tout ce qui se passe sur leur territoire et de toute la densité forestière. Donc vraiment, l'objectif ici de biomasse, c'est de survoler des zones, notamment la forêt amazonienne guyanaise par exemple, où on a une visibilité moins bonne, on va dire, de ce qui se passe sur cette surface. Voilà. Une autre question. Bonsoir. I have a question about the calibration process. Do you use field inventories data only, or do you use also LiDAR data at a broad scale? I understood the LiDAR. I did not understand the first one that you said. Field inventories. Field? Des données terrain. Yeah. Okay. Sorry, I understand. Yes, we do both. Very important is this field data. So there are areas all over the world, all over the globe, where people go, and it has been said, they measure it. There are areas, let's say 100 by 100 meter, and there are people going there. They look at each and every single tree. They measure the diameter, and then they estimate how much wood is there. And when we fly over exactly that point, we have the measurements from ground, we have the measurement from our instrument, and then we can calibrate. The second, you mentioned the LiDAR. The LiDAR is very good to measure the height of the trees, but the LiDAR has a spot size that is tiny, very small spot size. With a LiDAR, you can never cover the full world. Yeah? We have 60 kilometers spot size, and it takes 7-8 months to get the full globe. With the LiDAR, I don't know exactly what the spot size is, but it's for sure not more than a few hundred meters. So it will take forever with a LiDAR to cover the globe, but there is a LiDAR mission. There is an instrument on the International Space Station at the moment that gets some data of height, and we can use them also to calibrate our bigger spot size. Understood? Yes, thank you. You passed Alors, il y avait des concepts techniques, donc je vais pas savoir traduire correctement, donc peut-être... C'est à mon tour. Ouais. Donc,
Donc la mesure que donc on présentait la station de calibration tout à l'heure, mais il y a aussi une information qui est très importante, c'est dans certaines forêts du monde, notamment ici, donc on a une station où sur une parcelle de terrain, donc les scientifiques ont déterminé précisément donc la densité de forêt, donc on mesurait tous les types d'arbres présents dans cette parcelle, et en passant au-dessus de cette zone et en accédant donc avec la mesure radar, on sera capable de comparer les deux, quoi, et de calibrer plus finement notre radar. Ensuite, tu mentionnais une mission laser, donc avec un lidar. Donc notre mission, donc vous avez compris que l'empreinte au sol, c'est de 60 km de diamètre, alors qu'un lidar, c'est beaucoup plus, une visée laser, c'est beaucoup plus petit. Donc même si avec une visée laser, on est capable d'accéder à l'information comme des hauteurs de bâtiments ou hauteurs d'arbres, si on avait donc une empreinte, donc on parlait peut-être d'une centaine de mètres avec un lidar, peut-être que c'est même moins que ça. Si on voulait avoir une couverture globale, ça prendrait pour toujours, quoi. One thing I forgot, there is a research station very, very close to here. It's called Baraku. I don't know if it is known, where they do these field measurements. It's, I think, an hour drive or half an hour drive from here. Donc la mission donc la station que je mentionnais qui est en Guyane, c'est la station Parakou. On a encore le temps pour une dernière question éventuellement. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi j'avais une question autour du lanceur, étant donné qu'il y a eu un échec de la mission sur la première VIA-C. Est-ce que ça a remis en question votre collaboration avec Ariane Group? Est-ce que vous avez pensé à faire partir Biomass avec un autre lanceur, ou est-ce que le contrat a été signé et dans tous les cas l'ESA n'envoie qu'avec avec la base de Kourou, voilà. Donc on avait un contrat signé avec Arianespace, mais on a totalement confiance dans nos partenaires. Donc on a suivi donc aussi avec nos collègues des lanceurs de l'ESA le retour en vol, qui était le vol précédent, qui était couronné de succès. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Allez, une petite dernière question pour la route. Bonsoir. Je voulais vous poser une question sur la probabilité que l'antenne soit impactée par un débris ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle a été prise en compte? Ça a été pris en compte dans son design, oui. Donc, si les débris orbitaux sont suffisamment gros, on a une connaissance, on a une database de tous ces débris orbitaux. Donc, s'il y a au-dessus d'une certaine taille, donc on réalise avec le satellite des manœuvres pour éviter ces débris. Ça peut être aussi éviter d'autres satellites, par exemple. Quand les débris sont plus faibles, notamment très, très petits, donc on n'est pas capable de les voir, de les suivre à partir des stations au sol, donc la probabilité d'atteindre donc une structure, donc une partie structurale du réflecteur est somme toute très faible, parce que donc l'essentiel de la surface, c'est la membrane, et la membrane proprement parlée a une... Donc là, je ne connaîtrais pas la traduction en français, mais une weaving, donc un maillage, voilà, merci. Donc un maillage particulier qui fait que s'il y a un impact, s'il y a un défaut dans cette zone-là lié à un impact d'une micrométéorite,
Bon, ça ne va pas faire comme le pullover de votre grand-mère, donc ça va pas s'ouvrir sur une grande distance, ça va rester localisé à cet endroit-là, quoi. Voilà, on va s'arrêter là. On espère en tout cas que... voilà, on peut applaudir encore une fois. Merci. Merci beaucoup. Merci Mickaël, merci Stéphane. On espère, comme je disais, en tout cas que dans 5 jours, le lancement sera un succès, qu'il n'y aura pas de couac dans tout ça et que le satellite pourra orbiter tranquillement pendant 7 ans et puis se désintégrer tranquillement pendant 25 ans. Voilà, donc je tenais à vous remercier d'être venus ce soir. Merci encore à Mickaël et Stéphane et merci donc à l'Agence spatiale également d'avoir collaboré avec nous pour ce Café des Sciences. Donc les cerveaux bien chauffés avec cette présentation. On va donc vous laisser pour la suite des activités au Café de la Gare. Si vous voulez rester, il y aura un karaoké. Donc voilà, si vous voulez chanter des chansons dans le thème de la biomasse ou du spatial, n'hésitez pas à rester, ou d'autres chansons évidemment. Donc merci également au Café de la Gare de nous accueillir presque chaque mois. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain dans le cadre de la Fête de la Nature où le Café des Sciences aura un thème un peu spécial aussi, un peu astronomique, parce qu'il y aura plusieurs intervenants, notamment Guyane Astro, qui viendront vous parler de la pollution lumineuse. Donc voilà, merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée.